Audio Jungle. Audio Jungle. Le 29 juin prochain, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder au vernissage d'un nouvel ouvrage intitulé « Service national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable ». Cet ouvrage est rédigé par monsieur Pascal Bouzima, qui est le bâtisseur, qui est analyste, qui travaille dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Il se penche aussi dans l'agriculture. Il veut également que l'économie de la RDC puisse être stabilisée, que la RDC puisse dépendre exclusivement de ses produits. C'est un nationaliste et c'est lui l'auteur de cet ouvrage qui a été préfacé par le général, l'ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Le nom va venir avant la fin de l'émission. Mesdames, Messieurs, nous le recevons aujourd'hui à travers cette émission. Une interview, il s'appelle Pascal Bouzima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian. Merci d'avoir répondu une fois à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que votre dernière émission a été beaucoup suivie. C'était avant votre déplacement pour l'Est du pays. Et on a parlé de cet ouvrage de manière survolée. Et les jours se rapprochent par rapport à son vernissage. Dites-nous d'abord comment avancent vos contacts avec la présidence de la République pour cet événement. Tout évolue bien. Parce que, comme je vous avais dit la fois dernière, j'ai aimé la manière dont le collège en charge de l'éducation, art et questions religieuses se donne pour rechercher les intelligences de la République. C'était à l'RTNC que le conseil principal m'avait suivi et j'étais dans le fin fond du Nord Kivu. Je vais réussir un appel inconnu bien évidemment et j'étais surpris de constater que c'est le conseil principal du chef de l'État qui m'appelait pour avoir suivi mon intervention à la chaîne nationale. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait invité. Il avait voulu que je vienne à Kinshasa et qu'on se voie pour qu'on parle autour de cet ouvrage qui parle du service national comme socle de la citoyenneté. Parce que vous êtes aussi un des ressortissants d'ailleurs de la première génération du service national créé par Mosé Laurent Désiré Kabila. Oui, je suis de la première promotion du service national. Donc, nous avons été formés au centre pilote de Kanyamaka CC. Oui. Le centre qui est appelé aujourd'hui Centre Mosé Laurent Désiré Kabila. À part ce centre-là, nous l'appelons centre pilote. Donc, il y en a encore autres 30 centres qui doivent accueillir les Congolais pour qu'ils deviennent des citoyens, comme je l'ai toujours dit. Oui, selon vous, les vrais citoyens sont les Congolais qui doivent passer par le service national. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité parce qu'il n'y a pas un autre secteur dans le système éducatif congolais qui forme les citoyens. Vous êtes journaliste, vous parcourez le Congo, vous voyez comment les Congolais se comportent. Même les églises ont échoué. 80% des Congolais sont tous chrétiens, mais ce sont les mêmes chrétiens qui volent les deniers publics. Ce sont les mêmes chrétiens qui remplissent les bars partout. Vous n'êtes pas là pour parler contre les chrétiens. Je crois que vous allez respecter leur religion. C'est une question d'éducation que vous faites allusion lorsque vous dites qu'il y a ces Congolais qui sont en train de détourner les deniers publics. Je crois que c'est une question d'éducation. Raison pour laquelle on doit recourir au service national. Parce qu'ils ne sont pas citoyens. C'est pour cela que nous insistons, il faut que tout le monde passe par le service national. Parce qu'il n'y a que le service national qui est capable de former un citoyen congolais du type nouveau. Nous insistons là-dessus. Parce que les 6600 bâtisseurs auxquels moi je fais partie... Ils sont restés maintenant combien? En tout cas, ils sont morts en grand nombre. Mais aujourd'hui, on peut avoir très facilement 4000 qui sont déployés dans différents secteurs de la ville. Malheureusement, ils ont été détournés de leur mission.
C'est pour cela que nous invitons toujours le commandant suprême du service national, s'il peut accepter de les inviter un jour, les écouter, les sensibiliser pour qu'ils fassent le travail. Parce Ils avaient été formés pour résoudre les problèmes de la société, de produire les richesses pour la République démocratique du Congo, d'éduquer les Congolais. Maintenant, 26 ans après leur formation, qu'est-ce qu'ils sont devenus avec leur intelligence, tout ce qu'ils doivent partager avec la nation? Le Congo est caractérisé par le comportement de former les hommes et ne pas les utiliser. C'est presque dans tous les domaines. Et c'est ce que le service national doit corriger dans la société congolaise. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler de cet ouvrage dont on va nous illustrer par la réalisation. L'ouvrage qui est intitulé « Service national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable ». Il y a 6 chapitres, si je ne me trompe pas. Oui, nous avons réfléchi autour de 6 chapitres. Le premier chapitre, c'était justement la considération générale du service national. Le deuxième chapitre, c'est nous avons parlé du service national comme source authentique de la spiritualité. Lorsque nous parlons de spiritualité, c'est l'idéologie du peuple congolais. On va y revenir parce qu'on va parler des 3 points de cet ouvrage aujourd'hui. La spiritualité, donc nous avons ce chapitre qui tourne autour de 3 fondamentaux. Ça, c'est votre ouvrage qu'on est en train d'être illustré, Service national, le socle de la citoyenneté, de la sécurité, du développement durable en République démocratique du Congo. Un livre rédigé, écrit par vous et qui sera publié le 29. Dont le vernissage sera fait par le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous espérons bien parce que lui-même avait dit le 13 décembre 2019, il avait dit que nous sommes un peuple de bâtisseurs. Et je suis convaincu qu'il aime cet ouvrage, l'ouvrage qui lui a été dédié, parce que c'est lui le bâtisseur numéro 1. L'ouvrage préfacé par le général Constant Ndima. Voilà. Vous comprenez? Et donc, si lui-même peut accepter de venir en personne, profiter de l'occasion, réunir les 4000 bâtisseurs qui sont encore en vie, qui sont encore vivants, et ça va encourager toute la jeunesse. Nous l'avons toujours dit, tous ceux qui s'appellent intellectuels doivent passer par le service national. Et s'ils voient le président lui-même s'intéresser à cet ouvrage qui parle de bâtisseurs, qui parle du service national, qui parle du peuple congolais, je suis convaincu que même les députés, les gens, on va les demander d'aller à Kanyamakas, ne vont pas hésiter. Parce qu'ils doivent aller là-bas. Revenons à notre ouvrage que vous avez publié. Vous avez dit, le premier chapitre, il s'agit des considérations générales. La considération générale du service national. Et le deuxième chapitre? Le deuxième chapitre, c'est le service national comme source authentique de la spiritualité du peuple. Le troisième chapitre, c'est le peuple congolais a servi par un coup d'État de l'autorité suprême de la nation. Là, c'est un sujet sur lequel on reviendra prochainement, parce que c'est très sensible, très profond aussi, on doit voir la matière, mais on avance encore avec d'autres chapitres. Le quatrième chapitre, c'est le coup mortel contre la RDC, conçu par deux généraux de 2 grandes puissances que vous connaissez. On en parlera. On en parlera aussi. Le 5e chapitre, nous avons parlé du leadership authentique à l'image du service national en RDC. Et le dernier chapitre, c'est la correction du système éducatif en RDC qui est un gage pour le développement et le mieux-être de la population. Votre ouvrage, sincèrement, il devient très intéressant parce que tous ces points ici, je pense que chacun des Congolais va se retrouver en ce qui les concerne et on sera obligé de vous inviter régulièrement pour que vous puissiez l'expliquer. Mais avec vous, parlons de ces 3 points qui nous intéressent aujourd'hui. D'abord, quand vous parlez de la spiritualité, à quoi est-ce que vous faites allusion? Bien. La spiritualité, je sais que le chrétien, les musulmans vont croire que je vais parler de l'église. Peut-être. Non. La spiritualité ne vient pas de l'église. La spiritualité, dans cette matière, je vais parler de l'idéologie. L'idéologie qui doit être toujours communiquée par un homme, et cet homme-là doit être un homme providentiel, envoyé par Dieu pour communiquer l'idéologie au peuple.
Et cette idéologie a pour but faire regarder tout le peuple dans une même direction pour aboutir à un résultat. Et le résultat n'est autre que le développement de leur pays. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Et donc, cette spiritualité... Donc, ça n'a rien à voir avec une religion. Non. Que vous soyez musulman, chrétien, que vous soyez bouddhiste. L'idéologie. L'idéologie. Lorsque je parle d'un homme providentiel, j'ai l'habitude de donner des exemples pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Allez-y. J'ai toujours pris l'exemple de la Chine. Là, je parle au Congolais. Ils doivent être conscients et comprendre que les Chinois ont souffert plus que nous. Quand ils s'étaient plongés dans les églises, quand ils croyaient que la spiritualité vient de l'église, alors elle vient d'où ça? Ils avaient souffert en Chine. Les hommes et femmes tombaient par la famine et ils mouraient comme ça. À cause de la spiritualité. À cause de la mauvaise spiritualité. Ou la mauvaise compréhension de la spiritualité. De la spiritualité. Lorsque l'homme providentiel Mao Tse-tung s'inspire sur les idées de Sun Tzu, il a compris que cette spiritualité était fausse et il fallait une bonne spiritualité qui conduirait le peuple vers le développement. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas le monde entier, consomme Chine. Donc la spiritualité selon Mao, il a conçu la spiritualité en se basant sur le principe de la Chine et en observant le peuple chinois. La manière dont ce peuple-là devait se conduire, la manière dont il devait travailler et les objectifs qu'il s'était fixés pour qu'aujourd'hui la Chine avoisine les grandes puissances. Pour que cette idéologie, cette spiritualité puisse passer, il lui fallait une langue. Et c'est la langue chinoise, le mandarin. Et il a compris qu'il fallait une langue parce que l'homme providentiel doit se considérer comme enseignant. Et le pays, il doit le considérer comme une salle de classe. Je voudrais qu'on puisse faire un parallélisme. Lorsque vous parlez de la spiritualité, vous faites allusion à la Chine. Mais pour le cas de la RDC, par exemple... Je ne suis pas encore arrivé à la RDC. Je vais prendre quelques exemples et puis je vais finir par la RDC. Alors, voilà que la Chine, elle est devenue forte. Tous les Chinois regardent dans la même direction. Les Chinois respectent les lois de la Chine. Ils respectent le peuple chinois. Ils respectent le président de la République chinoise. Voilà le résultat de la spiritualité dans le chef d'un peuple. Donc, déjà le respect de la hiérarchie, le respect des lois. Quand on respecte l'autorité, je vous avais dit la fois dernière que nous, bâtisseurs de la nation, nous avons 3 dieux. Nous n'avons pas besoin de Dieu des églises. Nous avons pour Dieu la patrie. C'est pour cela que nous sommes patriotes. Nous devons incarner le patriotisme. Nous avons notre deuxième Dieu, c'est le peuple. Parce que nous ne pouvons jamais vivre sans le peuple congolais. Nous avons notre troisième Dieu, c'est le président de la République. C'est lui qui décide pour que les choses se réalisent. Quand il prend une ordonnance, loi, c'est que le président signe, ça se réalise à la... Vous êtes polythéiste? Comment? Vous êtes polythéiste, vous avez plusieurs dieux. 3 dieux déjà. Et Dieu le Père, lui, n'a pas de place chez vous, chez les bâtisseurs. Écoutez, Dieu lui-même, quand il créait, lorsqu'il a voulu créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Moi, je n'ai pas besoin de chercher un Dieu invisible alors que je vois un Dieu devant moi. Donc moi, je suis Dieu. Mais oui, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et vous allez devenir réellement Dieu le jour où vous allez passer par le service national. Parce que ce jour-là, vous serez citoyen. Revenons en Afrique. Je connais un pays que j'admire, la Tanzanie. Ok. Pourquoi? Avec un homme providentiel qu'on appelle Julius Kambarage Nyerere, qui s'était invité dans la politique lorsque ils sont accédés à l'indépendance. L'indépendance, oui. Lui, il était enseignant, c'est pourquoi on l'appelle Mwalimu. C'était un professeur. Mais il est entré en politique avec son métier. C'est comme ça qu'il a réduit la Tanzanie à une salle de classe. Et tous les Tanzaniens aux élèves de cette salle de classe-là. À qui il administrait les cours. Il s'est vite rappelé qu'il n'avait pas besoin de continuer avec l'anglais, la langue des colonisateurs. Il a implanté le Swahili. Il a utilisé son métier d'enseignant pour
pour que tous les Tanzaniens deviennent ses élèves. Et voilà aujourd'hui, la Tanzanie tout entière, tous les Tanzaniens parlent Swahili. Dans tous les secteurs de la vie nationale, on parle Swahili. À la banque, au Parlement, au gouvernement, tous les discours officiels sont prononcés en Swahili. Et aujourd'hui, les Tanzaniens sont des citoyens. Parce qu'ils sont citoyens, ils sont spirituels. C'est le seul pays en Afrique qui est resté pendant 40 ans sans guerre. Okay. Parce que tout Tanzanien passe Tanzanie, il respecte le président, il respecte les lois tanzaniennes. Alors, vous avez posé la question sur la République démocratique du Congo. Oui. Je sais que plusieurs personnes vont être choquées quand je vais dire qu'en RDC, il n'y a pas de citoyens. C'est vrai ça? Oui. Les quelques citoyens qui puissent exister, c'est seulement les 6600 bâtisseurs. Nous autres, les professeurs des universités, en tout cas, les pasteurs, les professeurs d'université n'existent pas. Vous savez que les professeurs d'université, parce qu'ils ne sont pas citoyens, ils ne sont même pas en mesure de nous expliquer ce que signifie les toches qu'ils portent. Comment pouvez-vous dire qu'une personne comme un professeur des universités ne soit pas citoyen? Là où on rencontre un véritable professeur, c'est le pays qui le témoigne. Nous avons un pays paradis. Le Congo a tout ce qu'il faut pour qu'il se développe. Et donc, ce professeur-là ne pouvait être appelé professeur s'ils avaient conçu des méthodes et des principes de faire avancer cette République. S'ils sont professeurs, ils ne le sont pas pour le Congo. Ils sont professeurs pour ceux-là qu'ils avaient enseigné. Là, vous êtes en train de nous conduire dans une philosophie vraiment. Mais vous savez, très souvent, quand on vous reçoit sur ce plateau, on s'imagine avoir beaucoup de temps, mais les temps coulent rapidement. C'est vrai, je voudrais que, avant le vernissage du livre, que nous puissions programmer un autre numéro avec vous. Je crois avant le 25 juin, soit vers le 25, on pourra faire un numéro. Mais parlez-nous un peu de l'éducation, parce que nous avons 3 points aujourd'hui, la spiritualité, l'éducation et la sécurité. Et quand vous parlez de l'éducation, comment pouvez-vous résumer? L'éducation, elle se diffère de l'instruction. Ok. On peut instruire un homme qui n'est pas éduqué. Donc les Congolais, je peux dire qu'ils sont instruits comme je venais de le dire. Ils ne sont pas éduqués. Nous avons des diplômés. Parce qu'ils ne sont pas passés par le service national. Oui. Donc ça dit, ils sont instruits, on les avait instruits, ils connaissent la civilisation romaine, ils connaissent tout ce qu'ils connaissent là, mais l'éducation, en tout cas, ils ne sont pas encore arrivés, les Congolais. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui 26 provinces. Mais quand le Congo a accédé à l'indépendance, on avait 6 provinces. 6 provinces. Toutes les 6 provinces congolaises sont riches. Chaque province est riche à sa manière. Le Kasaï, le Grand Kivu, tous les 6 provinces. La province orientale, l'Équateur, le Chaba. L'éducation devait tenir compte des potentialités de chaque province. Fort malheureusement, l'éducation à RDC a été conçue par ceux-là qui voulaient nous exploiter jusqu'à l'infini. Les Belges? Les colons. Est-ce qu'on doit avoir un autre système éducatif à part entière? C'est pourquoi je vous ai dit que les professeurs n'existaient pas. Sinon, depuis 1960, ils nous auraient déjà produit notre propre système éducatif qui tiendrait compte de nos potentialités pour que nous puissions développer comme les autres. Ok. Je prends l'exemple, l'exemple de l'Équateur, j'aime cette province-là, parce que je sais qu'après la guerre des minéraux, il y a une guerre qui approche, c'est la guerre de l'eau, la guerre des eaux. Aujourd'hui, tous les bureaux climatisés de l'Europe travaillent jour et nuit. Ils sont en train d'étudier comment canaliser les eaux de l'Équateur pour remplir le lac Tchad. Mais nos professeurs sont en train de passer dans des chaînes de télévision, en train d'insulter les autorités, de violer les lois, de créer des partis politiques. Personne n'anticipe pour que cette guerre meurtrière ne puisse pas nous arriver, qui viendra prendre les eaux du fleuve Congo et chose qui va entamer de manière néfaste nos barrages. C'est ça. Nos barrages. Ça aura des effets. Voyez-vous? Donc, si on pouvait avoir des écoles à l'Équateur, ces écoles-là devaient répondre pour que les gens étudient la forêt et l'eau.
On nous dit que la forêt équatoriale, c'est la deuxième du monde. Mais qui est ce Congolais-là? Qui est ce Congolais qui connaît ce que la forêt? Personne. C'est pourquoi vous voyez les grimes passer tous les jours. Les bois là partent. Est-ce qu'on va les reboiser ou bien ils ne peuvent pas reboiser parce que ce n'est pas notre forêt. C'est la forêt de ceux-là qui connaissent ce que la forêt. N'est-ce pas? Le grim passe chaque jour. Après chaque 5 minutes, vous verrez un camion qui passe avec des grimes. Donc ce bois-là part là où on connaît la forêt. On connaît ce qu'est la forêt. Les eaux du fleuve, à part la pêche artisanale, qu'est-ce que les Équatoriens connaissent de ces eaux? Donc ça dit, c'est pour cela moi je dois vous dire carrément qu'à l'Équateur il n'y a aucun intellectuel. Il n'y a pas d'éducation. Dans les Kivu, les Katanga, la province orientale, le Kasaï, il n'y a pas d'école. Sinon, on avait besoin de trois types d'écoles. Lesquelles, par exemple? Les écoles où on devait enseigner l'agriculture. Parce que la partie là de l'Est, c'est la partie la plus fertile de la planète. Ouais, y a avec cette partie-là, on pouvait nourrir, c'est pas le monde, mais le continent tout entier. Mais voilà que nous-mêmes, qui avons le terre le plus fertile de la planète, nous sommes importateurs de vivres avariés qu'on nous amène et que nous achetons avec de l'argent qu'on gagne difficilement. Donc là, il n'y a pas d'école, sinon on aurait des agriculteurs formés. On aurait la deuxième école là-bas. Et tout ça, vous avez détaillé dans votre livre. Là, c'est important qu'on puisse... Donc, il fallait que nous ayons des écoles géologiques pour étudier les sous-sols de notre pays. Mais parce que nous ne connaissons rien. Voilà que ceux qui connaissent les sous-sols congolais utilisent les petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda et les autres pour venir prendre le minerai parce que ce sont des minéraux sans maître. Nous semons cette insécurité, cette guerre injuste parce que nous touchons déjà le tout dernier point qui concerne la sécurité par rapport à votre ouvrage, parce que c'est une suite logique. Lorsqu'il n'y a pas d'éducation sur nos minéraux, sur notre terre, du coup les pays voisins vont nous convoiter, vont nous mettre dans des conditions de guerre et nous sommes dans le problème d'insécurité. Et dans votre ouvrage, vous avez évoqué aussi la sécurité et à quoi vous faites allusion? La sécurité, lorsqu'on n'est pas spirituel, quand on n'a pas étudié, on vit en insécurité. Comment? Ce sont les hommes spirituels, les hommes providentiels, qui devaient scanner la République démocratique du Congo et concevoir les systèmes sécuritaires du pays. Aujourd'hui, si le Congo est en insécurité, pas aujourd'hui, depuis lors, nous sommes en insécurité depuis plusieurs années. Parce que le système de sécurité du Congo n'existe pas. Vous pouvez voir les hommes en uniforme. C'est ça, j'allais vous l'uniforme congolaise. L'école de formation militaire de Kananga, il y a des hommes... L'école de formation de Kananga, en tout cas, que les effoïstes me pardonnent, je vous révèle aujourd'hui que cette école-là n'est pas congolaise. Ah bon? C'est une école belge. Ah bon? Il n'y a aucun principe congolais qu'on enseigne dans cette école-là. Donc, on enseigne les principes belges en RDC et nos militaires sont formés avec ces principes-là qui ne sont pas adaptés à notre réalité. Donc, je vais tout simplement dire que depuis lors, on devait avoir notre propre système de sécurité. Si les choses nous compliquent, lorsque on étudie la tactique belge, par exemple, tactique française, tactique chinoise, tactique américaine, n'est-ce pas? L'Amérique ne ressemble pas à Massissi. Tout à fait. À Rutshuru, à Nyiragongo. Ce sont des réalités différentes. Vous comprenez? Maintenant, un homme qui a été formé dans ces conditions-là, lorsqu'il se retrouve dans le Massissi, il est dépaysé. Mais les petits Rwandais qui forment ses militaires dans le champ des montagnes, lorsqu'il vient dans le Massissi où il trouve le champ des montagnes, il sera en train de combattre comme s'il s'entraînait. Vous comprenez? Donc, la sécurité du Congo, il fallait que les hommes spirituels, c'est pas les pasteurs.
Je comprends. Et pas les prêtres. D'abord, les prêtres et les pasteurs, ils sont parmi les gens qui créent l'insécurité dans ce pays. Je ne pense pas que vous êtes en train d'attaquer indirectement l'Église catholique. Tous les chrétiens. Je le mets dans un même sac, tous, parce que, vous savez, un certain jour, j'avais vu le pasteur, tout le monde, ils avaient amené le président au stade des martyrs. Comme pour dire, ils étaient partis dédier les pays entre les mains de Dieu. Voilà maintenant, les pays que ces fauteurs de troubles avaient dédiés. Vous les appelez les fauteurs de troubles? Mais oui, les pasteurs et les prêtres. Il faut faire très attention. Au lieu de rencontrer les pasteurs, vaut mieux rencontrer le diable que rencontrer un pasteur. Là c'est fort encore. Je crois que... Mais je vous avais dit, invitez-les ici. Nous allons discuter et je vais démontrer dans ce blague qu'ils sont serviteurs du diable. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que nous recevons sur ce plateau le bâtisseur de la République. De la nation. De la nation. Une des premières... il fait partie de la première génération du service national créé par Mosè Laurent Désiré Kabila. Lui, c'est Pascal Mouzima. C'est un agriculteur, un formateur, un analyste. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Service national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable de la République démocratique du Congo. Cet ouvrage qui va connaître le vernissage le 29 juin 2024 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sauf changement de la dernière minute. Aujourd'hui, nous avons parlé de la spiritualité, l'éducation et la sécurité. On n'a pas épuisé la matière, mais le temps nous fait défaut. J'ai toujours dit qu'une fois qu'on vous reçoit, on n'arrive pas à terminer la matière. Peut-être qu'il faudra envisager une émission de 120 minutes, mais je me dis, si on en envisage aussi, on n'aura pas le temps d'acheter votre livre. Donc, on doit permettre aussi à nos téléspectateurs de rester en suspense pour être stimulés à lire votre ouvrage. Alors, le message de la fin pour aujourd'hui. Le message de la fin, moi, j'aime toujours m'adresser au bâtisseur de la nation. Allez-y, devant votre caméra. Et quand je m'adresse au bâtisseur de la nation, je m'adresse primordialement au président de la République, parce que c'est lui le bâtisseur numéro 1. Parce que quand il a accédé, il est devenu président de la République, il nous avait soulagés quand il a relancé le service national. Je vous ai toujours dit que nous étions en deuil à des niveaux. Le sombrement des activités du service national et la disparition de notre maître, Mosè Laurent Désiré Kabila. Et quand il a relancé cette école, nous avons vu Mosè ressusciter en lui. En Félix Tshisekedi. Oui. Mais nous lui demandons, c'est une demande, tout ce monde qu'il embrouille, qu'il nous donne l'occasion de les enseigner. C'est là qui trouve qu'il ne peut pas envoyer à Kanyamaka Sessi, qu'il les rassemble dans des salles. Il y en a ici. Et qu'il donne l'ordre, parce que c'est lui le chef des bâtisseurs, c'est le bâtisseur numéro 1, qui nous intime seulement l'ordre d'aller enseigner, en commençant par les parlementaires. On passe au Parlement, on les enseigne. On passe au gouvernement, on enseigne les ministres. On passe dans des églises, on enseigne les pasteurs, les prêtres. Les pasteurs, il faut les arrêter. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver prochainement avec le bâtisseur Pascal Mouzima. Merci beaucoup, merci vraiment. Très souvent, vous nous laissez nostalgiques. Tout le monde est vraiment satisfait, je le présume, par rapport à tout ce que vous sortez comme matière. Je souhaite assez que, comme je l'ai demandé ici, avant le 29 juin, que nous puissions avoir un autre numéro avec vous. Et personnellement, on prendra part au vernissage de cet ouvrage. Je vais aller à Goma le 5, mais au plus tard le 20, je vais être là et je suis... On va encore vous recevoir. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés pour suivre la suite des programmes sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Nous vous disons au revoir. N'hésitez pas à partager ce qui sera diffusé à travers les réseaux sociaux. Au revoir. Audio Jungle.